La serveuse est arrivée pour travailler à la fête luxueuse du millionnaire et est restée figée en voyant sa photo dans un cadre noir. Les lumières de Paris scintillaient à travers la vitre du bus, alors que Marion Dubois, épuisée après une journée de 10 heures, contemplait son reflet fatigué. Ses 22 ans semblaient parfois en peser 40, surtout ces jours où les plateaux semblaient plus lourds et les clients plus exigeants. Ses longs cheveux châtains étaient soigneusement attachés en un chignon strict, conformément aux exigences de l'agence d'événementiel qui l'employait. « Terminus, place de la Concorde », annonça le chauffeur. Marion rajusta son uniforme noir et blanc froissé avant de descendre, autour d'elle. Paris vivait sa vie nocturne, insouciante et brillante. Elle traversa rapidement la place monumentale pour rejoindre la bouche de métro. Son petit appartement de Montreuil l'attendait. Un trajet de 40 minutes, qui lui permettrait peut-être de somnoler un peu. Dans la rame à moitié vide, elle sortit machinalement de son col le petit médaillon doré qu'elle portait toujours. Un bijou simple avec une fleur de lys gravée, la seule chose qui l'accompagnait lorsqu'on l'avait découverte, enveloppée dans une couverture de cachemire, devant l'orphelinat Saint-Vincent de Lyon, 22 ans plus tôt, tu rêvasses encore avec ton médaillon magique. La voix de Charlotte, sa colocataire et collègue, la fit sursauter. Elle ne l'avait pas vue monter dans la même rame. « Je ne rêvasse pas, je réfléchis », répondit Marion avec un sourire fatigué. « La prochaine fois que Madame Giraud me dit que je ne verse pas correctement le champagne, je lui en renverse sur sa robe à 10 000 €. Charlotte éclata de rire. « Et tu peux dire adieu à ton emploi ? D'ailleurs, j'ai une nouvelle. Bonne ou mauvaise. Excellente. Sauf si tu détestes les pourboires astronomiques. » Marion haussa les sourcils, soudain intéressée. « Les Lemaître organisent une réception samedi prochain, » annonça Charlotte comme si elle révélait un secret d'État. « Et devinez qui est sur la liste des serveurs. »« Non !» s'exclama Marion, instantanément revigorée. « Les Lemaître, ceux de Neuilly. Exactement, Victor Lemaître en personne, l'homme le plus mystérieux et l'un des plus riches de France. » Charlotte baissa la voix, bien qu'elle soit pratiquement seule dans le wagon. « On dit qu'il paie 3 fois le tarif normal et que les pourboires sont suffisants pour payer notre loyer du mois, » compléta Marion, les yeux brillants. Le métro s'arrêta à leur station. En marchant vers leur petit appartement, Charlotte parlait avec animation des rumeurs entourant la famille Lemaître, mais Marion n'écoutait que d'une oreille. Debout devant la fenêtre de sa chambre exiguë, Marion contemplait la nuit parisienne, son médaillon serré dans sa paume. Comme chaque soir depuis qu'elle avait quitté l'orphelinat à 18 ans, elle se demandait qui l'avait abandonnée et pourquoi. Des questions sans réponse qui formaient l'arrière-plan permanent de sa vie. Elle se souvenait encore des mots de sœur Marie-Claire, la directrice de l'orphelinat. « Tu étais différente des autres bébés abandonnés. Marion, la couverture qui t'enveloppait valait probablement plus que tout ce que je possède. Et ce médaillon, quelqu'un tenait à toi, j'en suis certaine. » Marion avait passé son enfance à imaginer que ses parents étaient des espions internationaux ou des aristocrates poursuivis par des ennemis mortels. Puis l'adolescence l'avait ramenée à des hypothèses plus prosaïques et douloureuses. Une mère trop jeune, un couple ne voulant pas d'enfant, une femme seule incapable de l'élever. Elle s'allongea sur son lit, épuisée mais l'esprit en ébullition. Cette soirée chez les Lemaître représentait une opportunité de gagner 1 mois de loyer en une seule nuit, mais pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas, l'idée de pénétrer dans cette célèbre demeure l'excitait d'une façon étrange, presque viscérale. « Nom de Dieu, Marion, arrête de rêvasser. » La voix de Julien, le chef d'équipe, la ramena brutalement à la réalité 3 jours plus tard. Elle était en plein service dans un mariage à l'hôtel de Crillon et venait de renverser un peu de sauce sur son plateau. « Désolée, » murmura-t-elle en épongeant rapidement. « Si tu veux faire partie de l'équipe pour la soirée Lemaître, il va falloir être plus concentré, » ajouta-t-il plus doucement. Marion hocha la tête. Elle ne comprenait pas pourquoi cette soirée à venir l'obsédait autant, plus tard, après le service. Alors qu'elle aidait à nettoyer, Julien s'approcha avec un dossier. « Tiens, les infos pour samedi. » Marion parcourut le document. Détails sur la demeure, protocole spécifique, exigences particulières. Une photo de la façade de la maison accompagnait les informations. Un frisson inexplicable la parcourut à la vue de l'imposante bâtisse de style Second Empire. « Tout va bien ?» demanda Julien, remarquant son trouble. « Oui, c'est juste,
Impressionnant. Elle se reprit. Pourquoi une telle réception? Une occasion spéciale? Apparemment, c'est une commémoration. Ça fait 20 ans ce mois-ci que sa femme et sa fille sont mortes dans un accident. Marion sentit un pincement au cœur. Quelle tristesse. C'est une collecte de fonds pour une fondation en leur mémoire, ajouta Julien. Bon, rentre te reposer samedi. Je veux que tu sois impeccable. La nuit précédant la soirée, Marion fit un rêve étrange. Elle courait dans des couloirs ornés de miroirs, poursuivant une femme dont elle ne voyait que la silhouette élégante. La femme tenait un bébé enveloppé dans une couverture bleu pâle. « Attends !» criait Marion. « Qui es-tu? Qui suis-je » Mais la femme ne se retournait jamais. Elle se réveilla en sursaut à l'aube, le médaillon serré dans son poing, le cœur battant la chamade. Dans la cuisine, Charlotte préparait déjà le café. « Tu as une tête à faire peur », commenta-t-elle en tendant une tasse fumante à Marion. « Mauvaise nuit », répondit simplement Marion. « Nerveux pour ce soir. » Charlotte sourit. « Moi aussi, on dit que Victor Lemaître ne sort presque jamais de sa tanière dorée. Ce sera comme voir un animal rare. » Marion but une gorgée de café, tentant de dissiper les images troublantes de son rêve. « Tu sais quelque chose d'autre sur lui, sur sa famille ?» Charlotte haussa les épaules. Juste les rumeurs habituelles. L'homme d'affaires brillant devenu reclus après la mort tragique de sa femme et de son bébé. Certains disent qu'il n'a jamais souri depuis. D'autres qu'il a transformé une pièce entière de sa maison en sanctuaire pour elle. Marion sentit à nouveau ce frisson inexplicable. « J'ai hâte de voir à quoi ressemble l'intérieur de cette maison, » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour Charlotte. Elle ne pouvait pas expliquer cette sensation étrange. Comme si elle était attirée vers cette demeure par une force invisible. Comme si, d'une certaine façon, elle y avait déjà mis les pieds, la soirée était tombée sur Neuilly-sur-Seine, enveloppant d'un voile bleuté l'imposante demeure des Lemaître. Marion, vêtue de son uniforme noir et blanc impeccablement repassé, franchit les immenses grilles en fer forgé en compagnie de l'équipe de service. Son cœur battait anormalement vite, tandis qu'elle gravissait l'allée de gravier bordée de buis taillés avec une précision militaire. « C'est encore plus impressionnant en vrai », chuchota Charlotte à ses côtés. Marion acquiesça silencieusement. La façade haussmannienne se dressait devant eux, majestueuse, et pourtant empreinte d'une inexplicable mélancolie. Les hautes fenêtres encadrées de pierres claires brillaient doucement dans la pénombre. Comme des yeux qui les observaient, Julien rassembla l'équipe au bas des marches du perron. « Je vous rappelle que c'est une soirée particulière. Discrétion absolue, efficacité maximale, et surtout, il balaya du regard ses serveurs. Personne ne s'aventure dans les zones non autorisées de la maison, c'est compris. Tous acquiescèrent. Marion sentit son médaillon contre sa peau sous son chemisier boutonné jusqu'au cou. Une chaleur étrange en émanait, presque comme un avertissement. L'équipe gravit les marches et pénétra dans un hall d'entrée monumental. Marion s'immobilisa un instant, submergée par une sensation de déjà-vu si puissante qu'elle dut s'appuyer discrètement contre un pilier, le sol de marbre blanc et noir formant un motif géométrique. L'escalier en colimaçon, les appliques en bronze doré, tout lui semblait familier, comme dans un rêve dont on ne se souvient qu'à moitié. « Suivez-moi !» La voix grave et autoritaire, les fit tous se retourner. Une femme d'une 60aine d'années, grande et mince, vêtue d'une robe noire austère, se tenait dans l'encadrement d'une porte. Son chignon gris était aussi serré que son expression. « Je suis Madame Moreau, gouvernante de la maison Lemaître », annonça-t-elle d'une voix qui n'invitait pas à la conversation. « Le service se préparera dans l'office, par ici. » Alors que l'équipe suivait la gouvernante, Marion sentit le regard de la femme s'attarder sur elle. Un regard perçant, presque troublé. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et Marion fut certaine d'y voir une lueur de reconnaissance aussitôt réprimée. L'office était une vaste pièce aux murs carrelés de blanc, immaculée, et organisée avec une précision clinique. Des plateaux d'argent attendirent déjà. Disposés sur des tables en inox, Julien commença immédiatement à attribuer les tâches, et Marion fut assignée au service des champagnes dans le grand salon. « N'oubliez pas », les instruisit Madame Moreau. « Les invités arriveront dans 1 heure. Monsieur Lemaître descendra précisément à 20 heures. Il n'aime pas attendre, et n'aime pas qu'on le fasse attendre. » Tandis que ses collègues s'activaient, Marion préparait méticuleusement ses plateaux. Pourtant, son esprit était ailleurs. Cette maison, pourquoi provoquait-elle en elle cette résonance étrange ? « Toi ?» La voix de Madame Moreau la fit sursauter. La gouvernante se tenait juste derrière elle.
l'observant avec intensité. « Ton nom ? Marion Dubois, madame. » Un éclair indéchiffrable passa dans les yeux de la vieille femme. « D'où viens-tu ? » ?»« De Paris, madame. Enfin, je vis à Montreuil maintenant, mais avant cela, » coupa madame Moreau. « Où es-tu née ?» Marion hésita, surprise par cette question inhabituelle. « Je ne sais pas exactement. J'ai grandi à l'orphelinat Saint-Vincent, à Lyon. » La gouvernante resta silencieuse un moment, son regard scrutant chaque détail du visage de Marion. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna. Charlotte apparut à côté de Marion. « Qu'est-ce qu'elle te voulait, la vieille chouette ?»« Je ne sais pas, » murmura Marion, troublée. « Elle m'a demandé d'où je venais. Bizarre. » Charlotte haussa les épaules. « Allez, on commence dans 10 minutes. » Le grand salon des Lemaître était un espace somptueux, où se mêlaient élégance classique et touche contemporaine. Des lustres en cristal de Murano diffusaient une lumière dorée sur les murs ornés de tableaux impressionnistes. Marion circulait avec son plateau, observant discrètement les invités, industriels, politiciens, célébrités, tout en restant attentive à l'entrée principale. À 20 heures précises, un silence se fit progressivement dans la salle. Victor Lemaître venait d'apparaître. Marion le vit d'abord de dos, un homme grand, aux épaules larges malgré ses 55 ans, les cheveux poivre et sel coupés courts. Quand il se tourna pour saluer ses invités, elle put observer son visage aux traits marqués, ses yeux gris acier et cette expression, un mélange de politesse distante et de mélancolie profonde. Pendant un instant fugace, leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Marion ressentit comme un coup au cœur, une reconnaissance primitive et inexpliquée. Elle détourna rapidement les yeux, confuse par cette réaction. Près de Victor, se tenait un homme du même âge, plus trapu, au sourire affable, Charles Girard, présenta le maître de cérémonie, associé et ami fidèle de la famille Lemaître. Marion nota la façon dont il gardait constamment une main sur l'épaule de Victor, comme pour le soutenir ou le contrôler. La soirée se déroulait avec fluidité. Marion servait, souriait poliment, écoutait malgré elle des bribes de conversation. 1 heure passa, puis 2. Ses pieds commençaient à lui faire mal dans ses chaussures noires réglementaires. C'est alors qu'elle commit sa première erreur. Cherchant les toilettes pour une pause rapide, elle poussa une porte qu'elle croyait mener à un couloir de service. Au lieu de cela, elle se retrouva dans une aile visiblement privée de la maison, un corridor aux murs tapissés de bleu pâle. Éclairée par de discrets appliques murales, elle s'apprêtait à faire demi-tour quand une photographie encadrée attira son attention. Marion s'approcha, poussée par une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas. La photo montrait une femme d'une beauté saisissante, aux longs cheveux châtains et aux yeux clairs. Tenant dans ses bras un bébé enveloppé dans une couverture bleu pâle, un médaillon brillait à son cou, exactement le même que celui que Marion portait. Le souffle coupé, Marion s'approcha encore, scrutant le visage du nourrisson. Le cadre était orné d'une plaque dorée, Nathalie et Emma Lemaître. Mais 2002, son cœur battait à tout rompre. La ressemblance entre cette femme et elle-même était frappante. Et ce médaillon, identique au sien jusqu'au motif de fleurs de lys gravé dessus, « Vous n'avez rien à faire ici ». La voix glaciale la fit sursauter violemment. Charles Girard se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage jovial transformé en un masque de colère à peine contenu. « Je cherchais les toilettes », balbutia Marion, reculant instinctivement. « Les toilettes sont dans l'autre aile. » Il s'avança, imposant sa présence dans l'espace confiné du corridor. « Qui vous a autorisé à venir ici ?»« Personne. »« C'est une erreur. Je suis vraiment désolée. » s'excusa Marion, sentant la panique monter en elle. Charles jeta un regard à la photo qu'elle observait, puis revint à son visage, ses yeux se plissant légèrement. « Retournez immédiatement à votre service. Si je vous revois dans cette partie de la maison, vous serez renvoyé sur le champ. » Marion hocha la tête et se glissa rapidement hors de la pièce, le cœur battant la chamade. Dans sa précipitation, elle ne remarqua pas Madame Moreau qui l'observait depuis l'ombre d'une alcôve, son visage traversé par une expression indéchiffrable. De retour dans le grand salon, Marion reprit son plateau, les mains tremblantes. La photo tournait en boucle dans son esprit. Cette femme, Nathalie Lemaître, ce médaillon identique au sien. Et ce bébé, Emma, née la même année qu'elle, à l'autre bout de la pièce. Victor Lemaître parlait avec un groupe d'invités. Marion l'observa,
remarquant pour la première fois la couleur de ses yeux, exactement la même nuance gris-vert que les siens. Une hypothèse folle, impossible, commençait à se former dans son esprit. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », chuchota Charlotte lorsque Marion reprit son service dans le grand salon. « Ça va ?» Marion força un sourire. « Oui, juste fatiguée. » Comment expliquer ce qu'elle venait de voir? Cette photo, ce médaillon identique au sien, cette ressemblance troublante. Tout semblait insensé. Et pourtant, une intuition profonde s'était éveillée en elle. La soirée s'acheva tard. Pendant qu'il rangeait, Marion observa discrètement Madame Moreau qui supervisait le nettoyage avec une efficacité silencieuse. À plusieurs reprises, elle surprit le regard de la gouvernante posé sur elle, un regard qui semblait contenir une question muette. « Excellente prestation ce soir », déclara Julien en rassemblant l'équipe dans l'office. Monsieur le maître était satisfait et son associé a spécifiquement demandé notre équipe pour leur prochain événement dans 2 semaines. Marion releva la tête, soudain attentive. Ici même. Exactement. Un dîner plus restreint. Il consulta sa liste. J'aurais besoin de 4 personnes. Sans réfléchir. Marion leva la main. Je suis disponible. Julien haussa un sourcil, surpris par son enthousiasme inhabituel, mais nota son nom. Marion, Charlotte, Thomas et moi-même. Parfait. Alors qu'ils rassemblèrent leurs affaires pour partir, Madame Moreau apparut à l'entrée de l'office. Un moment, s'il vous plaît. Son regard balaya l'équipe, avant de s'arrêter sur Marion. Mademoiselle Dubois, Monsieur le maître cherche à renforcer le personnel de maison. Seriez-vous intéressée par un poste à temps partiel, 3 jours par semaine? L'offre, totalement inattendue, laissa Marion sans voix. Derrière elle, elle sentit les regards surpris de ses collègues. Oui, bien sûr, répondit-elle finalement, ignorant le coup de coude interrogateur de Charlotte. Bien, revenez lundi à 9h pour discuter des détails. Sans attendre de réponse, Madame Moreau tourna les talons et disparut. Dans le taxi qui les ramenait vers Paris, Charlotte ne cessait de poser des questions. Comment as-tu fait ça? Personne n'est jamais embauché comme ça, chez les Lemaître. Ils ont une agence spécialisée, des contrôles de sécurité draconiens. Marion regardait défiler les lumières de la ville. Perdue dans ses pensées. Je n'ai rien fait de spécial. Tu me caches quelque chose, insista Charlotte. Tu as rencontré le maître en privé, il t'a remarqué. Marion secoua la tête. Non, rien de tout ça. Ce qu'elle ne pouvait pas dire à Charlotte, c'était cette certitude grandissante qu'il y avait un lien entre cette maison et elle, un lien qu'elle devait explorer, quelles qu'en soient les conséquences. Le lundi matin, Marion se présenta à la porte de service de la maison Lemaître. Vêtue simplement mais élégamment, Madame Moreau l'attendait, aussi austère que lors de la soirée. « Suivez-moi », ordonna-t-elle simplement. Elles traversèrent plusieurs couloirs, montèrent un escalier de service, puis entrèrent dans un petit bureau sobrement meublé. La gouvernante referma la porte et se tourna vers Marion, son regard soudain plus intense. « Avant de discuter du poste, j'ai quelques questions, » déclara-t-elle. « Ce médaillon que vous portez, puis-je le voir ?» Marion, surprise, porta instinctivement la main à son cou. « Comment savez-vous que... Je l'ai aperçu l'autre soir. Montrez-le-moi, s'il vous plaît. » Lentement, Marion sortit le bijou de sous son col et le tint dans sa paume. Madame Moreau s'approcha, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Depuis quand l'avez-vous ?»« Depuis toujours. On l'a trouvé sur moi quand j'ai été abandonnée à l'orphelinat. » La gouvernante sembla peser ses mots avant de parler à nouveau. « Et vous ne savez rien de vos origines ?»« Rien du tout. Juste que j'ai été déposée devant l'orphelinat Saint-Vincent, enveloppée dans une couverture de cachemire. Avec ce médaillon, Madame Moreau détourna le regard, comme troublée. « Le poste, reprit-elle brusquement, vous assisterez principalement au classement des archives familiales et à l'entretien de la bibliothèque. Monsieur le maître est méticuleux concernant ces documents. » Marion saisit l'opportunité. « J'ai remarqué une photographie l'autre soir, une femme avec un bébé. » Le visage de la gouvernante se ferma immédiatement. Madame Nathalie et la petite Emma, un sujet douloureux dans cette maison. « Que leur est-il arrivé ?» osa demander Marion. Un silence pesant s'installa avant que Madame Moreau ne réponde finalement. « Un accident de voiture, il y a 20 ans maintenant. La voiture de Madame a quitté la route près de Fontainebleau. Elle est décédée sur le coup. Le bébé... » Elle s'interrompit. Le bébé n'a pas survécu non plus. Marion sentit un frisson la parcourir. « Je suis désolée,
Monsieur n'a jamais été le même depuis. Cette maison non plus. Madame Moreau se dirigea vers la porte. Vous commencerez demain, 9 heures. Ne soyez pas en retard. Les jours suivants furent une torture d'anticipation pour Marion. Elle passait ses heures au manoir Lemaître, à cataloguer méthodiquement de vieux documents, tout en cherchant désespérément un indice. Une confirmation de ses soupçons grandissants, Victor Lemaître restait une présence fantomatique. Elle l'apercevait parfois traversant un couloir ou travaillant dans son bureau, mais il ne semblait jamais la remarquer. En revanche, Charles Girard, qui venait presque quotidiennement, la fixait toujours avec une méfiance à peine dissimulée. Ce fut lors de son 4e jour, alors qu'elle organisait des dossiers dans le bureau principal, que Marion fit sa découverte. En déplaçant une lourde boîte d'archives, elle fit tomber accidentellement un petit tiroir secret d'un bureau ancien. À l'intérieur se trouvait un écrin de velours bleu. Le cœur battant, elle l'ouvrit. Un médaillon en or reposait là, exactement identique au sien, jusqu'à la fleur de lys gravée. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix glaciale la fit sursauter violemment. Charles Girard se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage déformé par la colère. Marion referma précipitamment l'écrin. « Je rangeais ces dossiers, comme Madame Moreau me l'a demandé. » Charles s'avança dans la pièce, menaçant. « Vous fouiniez dans des affaires privées. » Il remarqua l'écrin, et son visage pâlit légèrement. « Donnez-moi ça. » Marion lui tendit l'objet, ses mains tremblantes. « C'est... Je suis désolée, c'est tombé quand j'ai déplacé la boîte. » Il saisit l'écrin et le glissa dans sa poche. « Je commence à me demander pourquoi vous êtes vraiment ici, mademoiselle Dubois. Votre curiosité pourrait vous attirer des ennuis. Je fais simplement mon travail, monsieur Girard. » Il la dévisagea longuement. Ses yeux calculateurs. « Victor est un homme fragile. Ses blessures n'ont jamais guéri. Je ne laisserai personne les rouvrir. » Son ton était devenu dangereusement doux. « Comprenez-vous » Marion soutint son regard, une détermination nouvelle s'éveillant en elle. « Parfaitement, monsieur. » Après son départ, elle resta immobile, le cœur battant. Ce second médaillon confirmait ses soupçons. Il y avait un lien entre elle et cette famille, un lien que Charles Girard semblait déterminé à garder secret. Ce soir-là, en quittant la maison, elle croisa Madame Moreau dans le hall. La gouvernante l'observa un moment avant de murmurer « Soyez prudente, Marion. Cette maison a des murs qui entendent et des secrets qui tuent. » Sur le chemin du retour, Marion serra son propre médaillon dans sa main. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image aussi terrifiante qu'incroyable. Si ses soupçons étaient fondés, elle n'était pas Marion Dubois, l'orpheline sans passé. Elle était Emma Lemaître, la fille supposément morte de Victor et Nathalie. Mais alors, que s'était-il réellement passé il y a 20 ans? Et pourquoi Charles Girard semblait-il si déterminé à l'éloigner? La bibliothèque des Lemaître était un lieu imposant. Aux murs tapissés d'étagères en acajou massif croulant sous les livres reliés de cuir, Marion y passait désormais la majorité de son temps, cataloguant méticuleusement chaque ouvrage selon les instructions précises de Madame Moreau. Mais son esprit était ailleurs, obsédé par sa découverte. « Tu t'es transformé en fantôme », lui reprocha Charlotte un soir dans leur appartement. « Tu ne parles plus, tu fixes le vide. C'est quoi ton problème, ce job chez les Lemaître ?» Marion hésita. Elle n'avait rien dit à Charlotte de ses soupçons, qui lui sembleraient certainement délirants. « C'est juste, intense. Cette maison a une ambiance particulière. »« Tu ne devrais pas t'attacher à ce monde-là, » avertit Charlotte. « Les riches comme Lemaître vivent dans une autre dimension. On n'est que des accessoires pour eux. » Marion acquiesça distraitement. Si seulement Charlotte savait, le lendemain, profitant d'une absence de Madame Moreau, Marion s'aventura dans la section des archives familiales. Elle trouva rapidement les coupures de presse relatant l'accident, tragédie sur la route de Fontainebleau. L'épouse et la fille du magnate Victor Lemaître périssent dans un accident. Les articles mentionnaient une sortie de route inexpliquée, une voiture retrouvée en contrebas d'un ravin, Nathalie déclarée morte sur place et le bébé décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. Marion nota soigneusement les détails. Date, lieu, nom de l'hôpital, la pièce manquante était évidente. Comment un bébé déclaré mort s'était-il retrouvé à l'orphelinat de Lyon? « Que faites-vous ici ?» Marion sursauta. Victor Lemaître se tenait dans l'encadrement de la porte, son imposante silhouette assombrie par le contre-jour. C'était la première fois qu'il se trouvait seul face à face. « Monsieur Lemaître, je classais ces archives, » balbutia-t-elle, refermant précipitamment le dossier. Il s'avança dans la pièce.
et Marion put enfin voir clairement son visage, les traits tirés, les yeux d'un gris vert identique au sien, une expression où la mélancolie le disputait à une curiosité soudaine. « Vous êtes la nouvelle assistante d'Isabelle » constata-t-il. « Marion, c'est bien cela. »« Oui, monsieur, Marion Dubois. » Il l'observa un moment en silence, un pli perplexe barrant son front. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Le cœur de Marion bondit dans sa poitrine. « Non, monsieur, c'est la première fois. »« Étrange, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Vous me rappelez quelqu'un. » Un silence lourd s'installa. Chargé de non-dits, Marion sentait le médaillon contre sa peau, comme brûlant d'être révélé. Mais était-ce le bon moment? Comment réagirait cet homme brisé par le deuil si elle lui présentait une théorie aussi folle que celle d'être sa fille présumée morte? « Vous faites du bon travail, d'après Isabelle, » reprit-il finalement. « Cette maison a besoin d'un peu de jeunesse. » Il jeta un regard aux coupures de presse. « Même si certaines parties de notre histoire sont douloureuses, je suis désolée pour votre perte, monsieur, » osa Marion. Une ombre passa sur son visage. 20 ans, et pourtant. Certains jours, c'est comme si c'était hier. Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant le jardin baigné de soleil d'automne. « Avez-vous de la famille, Marion ?» La question la prit au dépourvu. « Non, monsieur. J'ai grandi dans un orphelinat. » Il se tourna vers elle, son regard soudain plus attentif. « À toute seule dans ce monde, alors. Je me suis habituée, » répondit-elle avec un petit sourire. Victor Lemaître l'observa encore un moment, comme cherchant quelque chose dans son visage. « Parfois, je me demande comment Emma aurait été, à votre âge. » Sa voix était à peine audible. Elle aurait eu 22 ans maintenant. Marion sentit sa gorge se nouer. « Je suis certaine qu'elle aurait été merveilleuse, monsieur. » Leurs regards se croisèrent, et pour un instant fugace, Marion eut l'impression qu'une connexion invisible venait de s'établir entre eux, un lien ténu mais réel. La porte s'ouvrit brusquement sur Charles Girard. « Victor, te voilà. Je te cherchais pas. » Il s'interrompit en voyant Marion, son visage se durcissant instantanément. « Je vois que tu fais connaissance avec le nouveau personnel. Mademoiselle Dubois fait du très bon travail, » répondit simplement Victor. Charles s'approcha, posant une main possessive sur l'épaule de Victor. « Nous avons cette réunion avec les Japonais. Tu te souviens ? » « Bien sûr. » Victor adressa un signe de tête à Marion. « Continuez votre excellent travail, mademoiselle Dubois. » Après leur départ, Marion resta immobile, le cœur battant. Cette conversation, aussi brève fût-elle, avait confirmé ce qu'elle ressentait depuis le début. Il y avait un lien entre Victor Lemaître et elle, une connexion que même lui semblait percevoir instinctivement. Les jours suivants furent marqués par d'étranges incidents. Des dossiers qu'elle avait soigneusement rangés disparaissaient, son tiroir de bureau fut fouillé, et un matin, elle trouva son médaillon miraculeusement sorti de sous son chemisier et posé bien en évidence sur sa blouse accrochée au porte-manteau. « Quelqu'un cherche à vous effrayer », lui confirma Madame Moreau un après-midi. Alors qu'elle prenait le thé dans l'office, la vieille gouvernante semblait avoir développé une affection inattendue pour Marion. « Cette maison n'est pas aussi tranquille qu'elle en a l'air. Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Marion. Sur ses gardes, Madame Moreau reposa délicatement sa tasse. « Parce que je vous observe depuis votre arrivée. Vous cherchez quelque chose, ou quelqu'un. » Marion hésita, puis décida de risquer une question. « Connaissiez-vous bien Madame Lemaître ?»« Nathalie ?» Un sourire nostalgique adoucit le visage sévère de la gouvernante. « Je l'ai vue grandir. J'étais déjà au service de sa famille avant son mariage avec Victor. Une femme lumineuse, intelligente, forte. » Son regard se posa sur Marion. « Vous lui ressemblez, vous savez, pas seulement physiquement. » Le cœur de Marion s'accéléra. L'accident? Était-ce vraiment un accident? Le visage de Madame Moreau se figea. Elle jeta un regard vers la porte, puis baissa la voix. Il y a toujours eu des questions. Nathalie était une conductrice prudente. La route était sèche ce jour-là. Et puis, insista Marion. Ils n'ont jamais retrouvé son médaillon, celui avec la fleur de lys. Elle ne l'enlevait jamais. Ses yeux se posèrent sur le col de Marion, où se devinait la chaîne cachée, exactement comme celui que vous portez. Un silence lourd s'installa. Marion sentait que la gouvernante en savait plus qu'elle ne voulait dire. Nathalie avait des craintes les dernières semaines, reprit finalement Madame Moreau. Elle gardait un journal. Si vous cherchez des réponses, peut-être devriez-vous le trouver. Où est-il? Dans sa chambre. La gouvernante se leva.
Personne n'y est entré depuis 20 ans, excepté pour le ménage occasionnel. Victor a fait condamner la porte après sa mort. Mais il existe une entrée par le passage de service, derrière la tapisserie du second étage. Marion la regarda, stupéfaite par cette révélation inattendue. « Pourquoi me dites-vous tout ça ?» Madame Moreau s'approcha, posant une main ridée sur la joue de Marion. « Parce que j'ai tenu Nathalie dans mes bras quand elle était enfant. Et j'ai tenu Emma aussi, juste après sa naissance. » Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Les morts méritent justice, Marion, et les vivants méritent la vérité. » Sur ces paroles énigmatiques, elle quitta la pièce, laissant Marion avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec un objectif clair. Trouver le journal de Nathalie Lemaître. Ce même soir, alors qu'elle quittait la maison, Victor Lemaître l'intercepta dans le hall. « Marion, je voulais vous prévenir. Je pars en voyage d'affaires à Tokyo pour 2 semaines. Charles supervisera la maison en mon absence. »« Bien, monsieur, » répondit-elle, remarquant le teint pâle et les cernes marquées de son employeur. « Tout va bien, vous semblez fatigué. » Il parut surpris par sa sollicitude. Rien qu'un peu de repos ne puisse guérir. Des migraines ces derniers temps. Il lui adressa un sourire las. « Prenez soin de cette maison pendant mon absence. »« Je le ferai, monsieur. » Alors qu'elle franchissait le portail, Marion ne put s'empêcher de se retourner, dans la lumière du crépuscule. La silhouette de Victor Lemaître se découpait dans la fenêtre de son bureau. Elle était désormais certaine que cet homme était son père, et quelque chose lui disait que sa santé déclinante n'était pas due à de simples migraines. Le départ de Victor Lemaître pour Tokyo aurait dû permettre à Marion d'explorer la maison plus librement. Paradoxalement, sa tâche devint plus ardue avec l'omniprésence de Charles Girard, qui semblait surgir dans chaque pièce où elle travaillait. « Je surveille les intérêts de Victor pendant son absence », expliquait-il avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Nous ne voudrions pas que des objets disparaissent, n'est-ce pas ?» Marion supportait cette surveillance constante, tout en cherchant désespérément le moment propice pour accéder à la chambre de Nathalie. L'occasion se présenta enfin 3 jours plus tard. Lorsque Charles dut s'absenter pour une réunion d'affaires, à peine eut-il quitté la propriété que Madame Moreau apparut dans l'encadrement de la porte de la bibliothèque. « Il sera absent 4 heures, pas 1 minute de plus. Suivez-moi. » Elles montèrent silencieusement jusqu'au second étage. Dans l'aile et du manoir, la gouvernante s'arrêta devant une tapisserie représentant une scène de chasse. D'un geste précis, elle tira sur un cordon dissimulé dans les motifs. La tapisserie se souleva, révélant une porte étroite. « Les passages de service » expliqua-t-elle. « Ils traversent toute la maison. Invisibles aux invités, celui-ci mène directement à la chambre de madame. » Le cœur battant, Marion suivit la vieille femme dans un couloir étroit, faiblement éclairé par des veilleuses. Après plusieurs tournants, elles s'arrêtèrent devant une porte en bois sombre. « Je monterai la garde », murmura Madame Moreau. « Soyez rapide, et surtout, remettez tout exactement comme vous l'avez trouvé. » Marion hocha la tête et poussa doucement la porte. La chambre de Nathalie Lemaître semblait figée dans le temps. Les rideaux de soie bleu pâle filtrèrent la lumière, donnant à la pièce une atmosphère irréelle. Le grand lit à baldaquin, la coiffeuse en bois de rose, les tableaux au mur, tout était préservé comme si la maîtresse des lieux allait revenir d'un instant à l'autre. Marion s'avança avec révérence, touchant du bout des doigts les objets personnels sur la coiffeuse, brosse en argent, flacon de parfum, un portrait miniature de Victor plus jeune. L'air sentait la lavande et une légère odeur de renfermé. Le journal, se rappela-t-elle, parcourant la pièce du regard. Après quelques minutes de recherche, elle découvrit un panneau coulissant dans le bois de la tête de lit. À l'intérieur, un petit carnet relié de cuir bleu, fermé par un ruban de satin. Les mains tremblantes, Marion l'ouvrit. L'écriture élégante couvrait les pages, datée des semaines précédant l'accident. Elle commença à lire, le cœur battant. 17 avril 2002. Charles devient de plus en plus insistant. Aujourd'hui encore, il a suggéré que Victor n'était pas à la hauteur de mes attentes. Pourquoi ne comprend-il pas que je ne l'aimerai jamais comme il le souhaite ? 2 mai 2002. Emma a 3 mois aujourd'hui. Ses yeux prennent définitivement la couleur de Victor. Ce gris vert si particulier, Charles l'a à peine regardé lors de sa visite, comme s'il ne supportait pas de voir en elle le visage de son père. Marion tourna fébrilement les pages, cherchant des indices plus concrets. Son cœur s'arrêta presque en lisant l'entrée datée de 3 jours avant l'accident. 15 mai 2002. J'ai peur. Hier soir,
Charles était ivre au dîner. Quand Victor est sorti prendre un appel, il m'a pratiquement avoué que si je n'étais pas à lui, je ne serais à personne. J'ai vu une lueur dans ses yeux. Je crois qu'il devient dangereux. Je dois en parler à Victor. La dernière entrée était datée du jour même de l'accident, 18 mai 2002. Je pars à Lyon aujourd'hui avec Emma. Victor n'est pas au courant, mais je dois m'éloigner de Charles. Ses menaces sont à peine voilées maintenant. J'ai peur pour ma fille. Si quelque chose devait m'arriver, ce journal sera la preuve de ce que je redoute. V doit savoir que C n'est pas l'ami fidèle qu'il croit. Marion referma le journal, la gorge nouée. Nathalie avait senti le danger. Elle fuyait vers Lyon, précisément la ville où Marion avait grandi à l'orphelinat. Ce n'était pas une coïncidence. Soudain, un bruit dans le couloir la fit sursauter. Rapidement, elle glissa le journal dans sa poche et remit en place le panneau coulissant. Au moment où elle s'apprêtait à quitter la pièce, son regard fut attiré par un petit cadre posé sur la table de chevet. Il contenait une carte de visite. Hôpital Saint-Joseph de Lyon, Marie Fargeot, infirmière en chef, service de néonatologie. Marion nota mentalement le nom et sortit précipitamment de la chambre. Madame Moreau l'attendait, le visage tendu. « Quelqu'un vient ? Vite !» Elles regagnèrent le couloir principal juste à temps pour voir Sophia Lemaître. La sœur de Victor émergeait de l'escalier, grande, élégante malgré ses 50 ans. Elle portait ses cheveux gris coupés courts avec une distinction naturelle. Son regard perçant se posa sur Marion. « Isabelle, qui est cette jeune femme ?»« Marion Dubois, madame, notre nouvelle assistante pour les archives. » Sophia l'examina attentivement, fronçant légèrement les sourcils. « Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. » Marion s'efforça de maintenir un visage neutre, malgré les battements désordonnés de son cœur. « On me le dit souvent, madame. » Sophia se tourna vers madame Moreau. « Isabelle, pourriez-vous faire préparer du thé dans le petit salon ? Je souhaite discuter avec Charles à son retour. »« Bien sûr, madame. » Alors que Sophia s'éloignait, Marion relâcha son souffle. « C'est la sœur de monsieur Lemaître. »« Oui, elle vit principalement à Londres, mais revient régulièrement. Elle et Charles ont toujours été... proches. » Le ton de madame Moreau suggérait plus qu'une simple amitié. De retour à son poste dans la bibliothèque, Marion était tourmentée par sa découverte. Le journal confirmait que Charles avait un mobile pour vouloir Nathalie morte. Une obsession malsaine, rejetée et transformée en haine destructrice. Mais comment prouver qu'il était impliqué dans l'accident ? Et comment expliquer qu'elle, bébé Emma supposément morte, se soit retrouvée à l'orphelinat ? La réponse pourrait venir de l'infirmière mentionnée sur la carte de visite, Marie Fargeot, service de néonatologie à Lyon. Si le bébé avait été déclaré mort à l'hôpital, cette femme devait savoir ce qui s'était réellement passé. « J'ai besoin de ton aide », déclara Marion ce soir-là, assise dans le petit appartement du fils de madame Moreau. Pierre Moreau, la quarantaine, était détective privé. Un fait que sa mère avait mentionné par hasard, quelques jours plus tôt. Grand et mince comme Isabelle, il avait hérité de ses yeux perçants, mais possédait un sourire chaleureux qui manquait cruellement à sa mère. « Maman m'a parlé de tes soupçons », dit-il en servant un café à Marion. « Tu réalises à quel point tout cela semble ? » « Fou », compléta-t-elle avec un sourire désabusé. « Crois-moi, je le sais, mais regarde. » Elle lui montra les photocopies des coupures de presse sur l'accident, les notes qu'elle avait prises sur le journal de Nathalie, et enfin, avec hésitation, son médaillon. Pierre l'examina longuement avant de le comparer à la photo de celui de Nathalie qu'elle avait trouvé. « Identique, murmura-t-il. Et cette ressemblance physique. Je dois retrouver cette infirmière, Marie Fargeot. Elle pourrait être le chaînon manquant. » Pierre réfléchit un moment. « Je peux faire des recherches, mais si tes soupçons sont fondés, nous parlons d'un homme puissant qui a peut-être commis un meurtre il y a 20 ans. Charles Girard a des connexions partout, c'est dangereux. Je dois savoir, Pierre. » Marion le regarda droit dans les yeux. « Si je suis Emma Lemaître, j'ai le droit de connaître la vérité, et Victor aussi. » Quelque chose dans son regard sembla convaincre Pierre. « D'accord, je vais commencer les recherches demain. En attendant, fais attention, si Charles soupçonne quoi que ce soit. Je sais. » Marion frissonna, repensant à la lueur dangereuse qu'elle avait parfois surprise dans les yeux de Charles Girard. 3 jours plus tard, Pierre l'appela, la voix tendue. « Je l'ai trouvée, Marie Fargeot. 67 ans, retraitée depuis 5 ans, elle vit toujours à Lyon. » Le cœur de Marion bondit. « Tu as son adresse. Mieux,
J'ai arrangé une rencontre ce week-end. Je t'accompagne. Pierre, je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas encore, répondit-il sombrement. Elle a été très réticente. Elle a dit qu'elle avait enterré cette histoire et ne voulait pas la déterrer. J'ai dû insister. Marion raccrocha, à la fois excitée et terrifiée. Enfin, elle allait peut-être découvrir la vérité. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant ce temps, à l'hôtel particulier des Lemaître, Charles Girard raccrochait également son téléphone. Un sourire mauvais aux lèvres, le détective privé qu'il avait engagé pour surveiller Marion venait de l'informer de sa découverte. Ainsi, notre petite fouineuse a retrouvé la trace de Marie Fargeot, murmura-t-il pour lui-même. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver, n'est-ce pas? Le trajet vers Lyon fut interminable pour Marion. Assise dans la voiture de Pierre, elle regardait défiler le paysage automnal sans vraiment le voir, son esprit entièrement focalisé sur la rencontre à venir. Nerveux, demanda Pierre, lui jetant un bref regard. Terrifiée, admit Marion. Et si elle refuse de parler? Et si mes suppositions sont complètement fausses? Pierre sourit légèrement. Dans mon métier, on apprend que la vérité est généralement plus simple qu'on ne le pense, mais parfois aussi plus terrible. Cette dernière remarque plongea Marion dans un silence pensif. La vérité pouvait-elle être plus terrible que ses suppositions actuelles? Charles Girard, obsédé par Nathalie, aurait orchestré un accident pour se débarrasser d'elle. Mais ensuite, comment expliquer qu'elle, le bébé Emma, ait survécu pour se retrouver à l'orphelinat? Ils arrivèrent à Lyon en début d'après-midi, la ville, avec ses façades ocre et ses rues pentues. Évoquait chez Marion un mélange de nostalgie et d'appréhension, ils s'arrêtèrent devant un immeuble modeste dans le quartier de la Croix-Rousse. « C'est ici », annonça Pierre. « Appartement 3B ». Ils montèrent les escaliers en silence. Devant la porte, Marion hésita, la main suspendue avant de frapper. Pierre posa une main rassurante sur son épaule. « Quoi qu'il arrive, au moins tu auras essayé. » Marion frappa, après un long moment, des pas légers se firent entendre, puis la porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaîne de sécurité. Une femme aux cheveux blancs et au visage mince les observa avec méfiance. « Madame Fargeot, je suis Pierre Moreau. Nous avons parlé au téléphone. Et voici. Je sais qui elle est. » coupa la vieille femme d'une voix étonnamment ferme. Ses yeux scrutèrent intensément le visage de Marion. « Mon Dieu, c'est vraiment... » Elle referma la porte pour retirer la chaîne, puis les invita à entrer dans un petit appartement impeccablement rangé. Des photos de famille ornaient les murs, et une odeur de lavande flottait dans l'air. « Asseyez-vous, » dit-elle en désignant un canapé défraîchi mais propre. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle leur servait du thé. « J'ai toujours su que ce jour viendrait. Je l'ai redouté pendant 20 ans. » Marion sortit délicatement son médaillon et le posa sur la table basse. « Est-ce que ceci vous dit quelque chose, Madame Fargeot ?» La vieille infirmière le regarda longuement sans le toucher, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée, le médaillon de Nathalie Lemaître. Elle ne s'en séparait jamais, elle le portait ce jour-là, quand on l'a amené aux urgences. Le cœur de Marion s'emballa. « Alors c'est vrai, je suis Emma Lemaître », confirma Marie Fargeot dans un souffle. « La fille que tout le monde croyait morte. » Pierre s'avança sur le canapé. « Madame Fargeot, pouvez-vous nous raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là » La vieille femme prit une profonde inspiration. « J'étais infirmière en chef en néonatologie. Ce jour-là, j'étais de garde quand l'ambulance est arrivée. Un terrible accident sur la route de Fontainebleau. Nathalie Lemaître était déjà morte à leur arrivée. » Sa voix se brisa légèrement. Mais le bébé respirait encore. À peine, mais elle respirait. Marion sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ma mère est morte sur le coup. » Marie Fargeot hocha la tête tristement. Les médecins ont tout fait pour sauver le bébé. Une petite fille miraculeuse qui avait survécu alors que la voiture était complètement détruite. Et puis, pressa doucement Pierre. Un homme est arrivé, pas le père. J'ai appris plus tard qu'il était en déplacement à l'étranger. Cet homme a dit être un ami proche de la famille, le parrain de l'enfant. Il a demandé à parler au médecin-chef en privé. Charles Girard, murmura Marion, sentant un frisson glacé la parcourir. Je n'ai jamais su son nom, continua Marie. Mais après leur entretien, le médecin-chef est sorti avec un visage étrange. Il m'a annoncé que le bébé venait de succomber à ses blessures et qu'il fallait préparer le certificat de décès. J'étais choquée. Je venais de la voir,
Elle était stable, mais il a insisté, disant que c'était mieux ainsi pour tout le monde. Il a menti sur la mort d'Emma, conclut Pierre. Mais pourquoi? Marie Fargeot se pencha en avant, baissant la voix comme si les murs pouvaient l'entendre. J'ai compris plus tard. Une liasse d'argent a changé de main ce jour-là. Le médecin-chef a subitement acheté une villa sur la Côte d'Azur quelques mois après. Il a été acheté, dit Pierre. Mais comment suis-je arrivée à l'orphelinat? Demanda Marion, la gorge serrée. Les yeux de Marie Fargeot s'emplirent de larmes. C'était moi, je ne pouvais pas laisser faire ça. Quand tous sont partis, j'ai pris le bébé. Elle était officiellement morte. Personne ne la chercherait. Je l'ai enveloppée dans une couverture. J'ai pris le médaillon de sa mère qui était dans ses affaires personnelles et je l'ai déposé à l'orphelinat Saint-Vincent. Marion porta une main tremblante à sa bouche. Vous m'avez sauvée. J'ai commis un crime, corrigea l'infirmière. Enlèvement, falsification de documents. J'aurais dû alerter la police. Mais j'avais peur. Cet homme avait acheté un médecin-chef respecté qui m'aurait cru, moi, simple infirmière. Un silence lourd s'installa, seulement troublé par le tic-tac d'une horloge murale. « Comment avez-vous découvert qui vous étiez ?» demanda finalement Marie, essuyant une larme. « Des coïncidences, au début ?» expliqua Marion. Puis des indices plus concrets, le médaillon, des photographies, une ressemblance frappante. « Le journal de Nathalie ?» ajouta Pierre. Il mentionne que Charles la menaçait. À ces mots, Marie Fargeot se leva brusquement. « Vous avez trouvé son journal ?» Marion acquiesça, surprise par sa réaction. « Oui, cachée dans sa chambre. Elle y écrit que Charles était obsédé par elle et devenait dangereux. » La vieille infirmière disparut dans une autre pièce, puis revint avec une enveloppe jaunie. Le jour de l'accident, quand j'ai récupéré les affaires personnelles de Nathalie, j'ai trouvé ceci dans son sac à main. Je l'ai gardé toutes ces années, sans jamais oser l'ouvrir. Marion prit l'enveloppe avec révérence. Elle était adressée simplement à Victor. À l'intérieur, une lettre manuscrite, datée du jour même de l'accident. « Mon cher Victor, si tu lis cette lettre, c'est que mes craintes étaient fondées. Je pars avec Emma pour Lyon aujourd'hui, chercher refuge chez ma cousine. Je dois t'avouer ce que j'ai été trop longtemps. Charles est devenu dangereux. Son obsession pour moi s'est transformée en quelque chose de malsain depuis la naissance d'Emma. Hier soir, il m'a clairement menacée. Si tu n'es pas à moi, tu ne seras à personne. Ces exacts mots. J'ai peur. Victor, pas tant pour moi que pour notre fille. Charles déteste Emma car elle te ressemble tant. Je crains qu'il ne cherche à nous faire du mal pour te punir de m'avoir prise, à lui. Comme il dit, le coffre de la banque contient des enregistrements de ces menaces que j'ai faits à ton insu. Code, notre premier anniversaire, pardonne-moi de ne pas t'avoir parlé plus tôt. Je voulais préserver votre amitié. Mais je réalise maintenant mon erreur. Je t'aime infiniment, Nathalie. Marion reposa la lettre, les mains tremblantes. Elle savait. Elle fuyait vers Lyon précisément pour échapper à Charles. Et il l'a interceptée sur la route, compléta Pierre sombrement. Ce n'était pas un accident. Marie Fargeot hocha lentement la tête. La voiture avait des traces étranges, selon ce que j'ai entendu aux urgences, comme si elle avait été percutée volontairement. Marion se leva, submergée par les révélations. Je dois retourner à Paris immédiatement. Victor doit savoir cette lettre, les enregistrements dans le coffre. Soyez prudente, avertit Marie en lui prenant les mains. Cet homme a déjà tué une fois. Il n'hésitera pas à recommencer. À cet instant, le téléphone de Pierre sonna. Il décrocha, écoutant avec une tension croissante avant de raccrocher, le visage grave. C'était ma mère. Victor Lemaître est rentré prématurément de Tokyo. Il a été hospitalisé hier soir. Empoisonnement. Marion sentit son sang se glacer. Charles essaie de le tuer. Et il sait probablement que nous sommes ici, ajouta Pierre. Nous devons faire vite. Ils prirent congé de Marie Fargeot, emportant la lettre et une déclaration écrite et signée de l'infirmière relatant les événements de cette nuit fatidique. Sur le seuil, la vieille femme retint une dernière fois Marion. Emma, Marion, quel que soit le nom que vous choisissez, elle sourit à travers ses larmes. Votre mère serait fière de vous. Elle était exceptionnelle, vous savez, et vous lui ressemblez tant. Marion l'étreignit impulsivement. Merci, pour tout, pour ma vie. Dans la voiture qui filait vers Paris, Marion serrait contre elle les preuves qui pourraient enfin faire éclater la vérité. Mais une course contre la montre s'était engagée.
Charles Girard avait frappé une première fois. Victor était en danger, et elle aussi. Paris se profilait à l'horizon sous un ciel d'orage, quand Pierre et Marion entrèrent dans la ville. La tension était palpable dans l'habitacle de la voiture. « Je te dépose directement à l'hôpital », demanda Pierre, slalomant dans la circulation dense du début de soirée. Marion hésita. « Non, je dois d'abord récupérer le journal de Nathalie à l'appartement, avec la lettre et le témoignage de Madame Fargeot. Nous aurons suffisamment de preuves pour confronter Charles. Tu ne peux pas confronter cet homme seul, Marion. Il a déjà tué une fois et tenté d'empoisonner Victor. Je ne serai pas seule, répondit-elle doucement. Tu seras avec moi, et nous irons directement à l'hôpital ensuite. Pierre soupira, vaincu par sa détermination. Très bien, mais je ne te quitte pas d'une semelle. Lorsqu'ils arrivèrent devant le petit immeuble de Montreuil, Marion eut immédiatement un mauvais pressentiment. La porte d'entrée était entr'ouverte, alors qu'elle était habituellement verrouillée. « Attends », murmura Pierre en la retenant par le bras. « Quelque chose ne va pas. » Il s'avança prudemment, poussant la porte qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. Le hall était plongé dans l'obscurité, la minuterie semblant hors service. « Reste derrière moi », ordonna-t-il en allumant la lampe de son téléphone. Ils montèrent à l'escalier en silence, liés en tendu, à l'affût du moindre bruit. Arrivés au palier du 3e étage, Marion étouffa un cri d'horreur. La porte de son appartement avait été forcée, pendant à moitié sur ses gonds. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. Pierre la poussa délicatement sur le côté. « N'entre pas, je vais voir. »« Non, j'y vais aussi. » Ils pénétrèrent ensemble dans l'appartement dévasté. Les tiroirs avaient été vidés sur le sol, les coussins du canapé éventrés, les livres arrachés des étagères. Quelqu'un avait méthodiquement fouillé chaque recoin. Le journal, murmura Marion en se précipitant vers sa chambre. Le spectacle y était encore pire. Son matelas avait été lacéré, ses vêtements éparpillés. Elle se dirigea droit vers sa cachette, une latte de parquet décellée sous son lit, et constata avec horreur qu'elle avait été découverte. Le journal de Nathalie avait disparu. « Il l'a trouvé », dit-elle, la gorge nouée. « Charles a trouvé le journal. Comment aurait-il su pour ton appartement ? Il doit me faire suivre depuis le début. » Elle frissonna. « Nous devons partir immédiatement. S'il a récupéré le journal, il sait que je connais toute la vérité. » Un bruit dans le couloir les fit sursauter. Pierre sortit instinctivement un petit pistolet de sa veste. « Tu es armé ?» s'étonna Marion. « Ancien de la police ?» expliqua-t-il brièvement. « Reste derrière moi. » Ils avancèrent prudemment vers l'entrée. Une silhouette se découpa dans l'encadrement de la porte, fine, élégante. « Je vous trouve enfin », dit la silhouette d'une voix féminine. Pierre braqua sa lampe sur le visage de l'intruse. Sophia Lemaître se tenait devant eux, impeccablement vêtue d'un tailleur sombre, ses yeux gris-vert, les mêmes que Marion, brillant d'une émotion contenue. « Madame Lemaître », balbutia Marion stupéfaite. « Nous n'avons pas beaucoup de temps », déclara Sophia d'une voix tendue. « Charles sait que vous êtes allée à Lyon. Il a envoyé des hommes pour s'occuper de l'infirmière. » Un frisson d'horreur parcourut l'échine de Marion. « Marie Fargeot, il veut la faire taire. J'ai réussi à la prévenir à temps. Elle est en sécurité pour l'instant. » Sophia avança dans l'appartement, observant le chaos avec un détachement étudié. « Ah, il devient désespéré, dangereux. Il a presque réussi avec Victor. Pierre n'avait pas baissé son arme. Comment saviez-vous que nous serions ici? Et pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» Un sourire triste étira les lèvres de Sophia. « Parce que j'ai les mêmes soupçons que vous depuis 20 ans, parce que j'aimais Nathalie comme une sœur, et parce que... » Elle regarda intensément Marion. « Parce que je n'ai jamais cru à la mort de ma nièce. » Marion s'avança, bouleversée. « Vous saviez, je soupçonnais. Les circonstances étaient trop troubles, mais je n'avais aucune preuve. Charles avait tellement d'emprise sur Victor après l'accident. » Sophia sortit un objet de sa poche. « Mais j'ai trouvé ceci dans le bureau de Charles aujourd'hui. » C'était le journal de Nathalie. « Comment ? » Je suis arrivée trop tard pour l'empêcher de le prendre ici, mais il l'a laissé sans surveillance pendant qu'il organisait d'autres choses. Sophia tendit le carnet à Marion. « Prenez-le. Avec la lettre que vous avez récupérée à Lyon, ce sera suffisant. » Marion la dévisagea, stupéfaite. « Comment savez-vous pour la lettre ? » « J'ai mes sources. » Sophia jeta un regard vers la porte. « Nous devons partir maintenant.
Charles sera bientôt là. Pierre intervint, toujours méfiant. Pourquoi ce revirement soudain? N'étiez-vous pas proche de Charles pendant toutes ces années? Une ombre passa sur le visage de Sophia. J'ai été aveuglée. Charles a toujours su manipuler les gens. Après l'accident, il a suggéré que Nathalie... Sa voix se brisa légèrement. Il a insinué qu'elle trompait Victor. Qu'elle fuyait avec un amant ce jour-là? J'ai été assez stupide pour le croire. Et j'ai laissé cette idée empoisonner le deuil de mon frère pendant des années. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Demanda Marion. Votre arrivée dans cette maison, votre ressemblance avec Nathalie, et puis les agissements étranges de Charles ces derniers temps. J'ai commencé à fouiller, à poser des questions. Elle regarda Marion droit dans les yeux. Je sais qui vous êtes, Emma. Ces mots, prononcés avec une telle conviction, ébranlèrent Marion jusqu'au fond de son être. Entendre son vrai prénom de la bouche de sa tante rendait tout cela terriblement réel. « Alors, aidez-nous, dit-elle finalement. Aidez-nous à prouver ce que Charles a fait. » Sophia acquiesça gravement. « C'est pourquoi je suis là. Ma voiture nous attend en bas. Nous irons directement à l'hôpital. Victor doit connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Ils quittèrent l'appartement dévasté, emportant le précieux journal et les autres preuves. Dans la voiture de Sophia, une luxueuse berline noire, Marion repensa à ces 3 semaines écoulées depuis son entrée dans la maison Lemaître. Comment sa vie avait basculé, comment le destin l'avait ramenée vers sa véritable famille par un enchaînement de coïncidences qui n'en était ça. Charles sera probablement à l'hôpital, avertit Sophia tandis qu'il se dirigeait vers le 16e arrondissement. Il ne quitte pratiquement pas le chevet de Victor, pour s'assurer que personne ne lui parle en privé, j'imagine. « Comment va-t-il » demanda Marion, angoissée à l'idée de perdre son père à peine retrouvé. « Stable. Les médecins ont identifié le poison, de l'arsenic, administré progressivement dans ses médicaments contre les migraines, juste assez pour l'affaiblir sans éveiller les soupçons. Le poison parfait pour un meurtre qui ressemblerait à une mort naturelle, commenta sombrement Pierre. Ils tombèrent dans un silence tendu, jusqu'à ce que Sophia reprenne la parole, regardant Marion dans le rétroviseur. Cette histoire vous bouleverse, n'est-ce pas? Découvrir qui vous êtes vraiment. Marion hocha lentement la tête. Toute ma vie, j'ai eu cette sensation d'être incomplète, comme si une partie de moi était manquante. Maintenant, je comprends pourquoi. Victor va avoir un choc, murmura Sophia. Un choc merveilleux. Ils arrivaient à l'hôpital quand le téléphone de Pierre sonna. Il décrocha, écouta un moment, puis son visage s'assombrit. « C'était ma mère », annonça-t-il en raccrochant. « Charles est en route pour l'hôpital. Il a découvert que le journal avait disparu et il est furieux. Nous devons faire vite, » décida Sophia en se garant. « Il ne doit pas nous voir ensemble. » Marion serra contre elle le journal et la lettre, les dernières paroles de sa mère, la preuve des crimes de Charles. « Je suis prête » à l'accueil. Sophia utilisa son nom pour obtenir l'accès immédiat à la chambre de Victor. Ils montèrent jusqu'au 3e étage, le cœur battant, devant la porte de la chambre. Marion hésita soudain. « Et s'il ne me croit pas? S'il refuse d'accepter que je suis Emma ?» Sophia posa une main sur son épaule. « Le cœur d'un père sait reconnaître son enfant. La même chose qui m'a fait te reconnaître. Quelque chose dans tes yeux. C'est lui, c'est nous, c'est le maître. » Marion prit une profonde inspiration et poussa la porte, dans la chambre baignée par la lumière douce d'une lampe de chevet. Victor Lemaître reposait, pâle mais éveillé. Il tourna son regard vers les nouveaux arrivants, la surprise se peignant sur son visage fatigué. « Sophia, que fais-tu ici à cette heure ?» Et ses yeux s'arrêtèrent sur Marion, s'écarquillant légèrement. « Mademoiselle Dubois ?» Marion s'avança, tremblante. « Monsieur Lemaître, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Quelque chose que vous auriez dû savoir il y a 20 ans. » À cet instant précis, une alarme d'incendie se déclencha dans le couloir, suivie de cris et de bruits de course. Une diversion, comprit immédiatement Pierre. Charles est là. Pierre se précipita vers la porte, la verrouillant d'un geste sec. « Nous avons peu de temps, » dit-il en scrutant par la petite fenêtre du couloir, où régnait déjà la confusion. Marion s'approcha du lit de Victor, le cœur battant la chamade. Il la regardait avec une expression indéchiffrable, mélange de curiosité et d'inquiétude. « Mademoiselle Dubois, que se passe-t-il » Sa voix était faible mais ferme. « Je ne m'appelle pas vraiment Marion Dubois », commença-t-elle, tremblante. « Du moins, ce n'est pas mon vrai nom.
Elle sortit son médaillon et le posa dans la paume de Victor. « Reconnaissez-vous ceci ?» Le visage de l'homme d'affaires se décomposa. Il fixa le bijou comme s'il voyait un fantôme, puis leva des yeux écarquillés vers Marion. « Où avez-vous trouvé ça ? Où ?»« C'était sur moi quand on m'a déposé à l'orphelinat de Lyon, il y a 20 ans. » Marion prit une inspiration profonde. « Juste après l'accident qui a tué ma mère, Nathalie Lemaître. » Un silence assourdissant tomba sur la chambre. Victor fixait Marion, son visage pâle comme la mort, ses mains tremblantes serrant le médaillon. « C'est impossible, » murmura-t-il enfin. « Emma est morte, on m'a dit. Le médecin a confirmé. » Sophia s'avança. « Victor, écoute-la. Regarde-la. » Marion sortit la lettre de Nathalie et la tendit à Victor. « Lisez ceci d'abord. C'est une lettre de ma mère, écrite le jour de l'accident. Elle n'a jamais pu vous la donner. » Les mains fébriles, Victor déplia le papier jauni au fur et à mesure de sa lecture. Son visage passa de l'incrédulité à l'horreur, puis à une rage contenue. Quand il releva les yeux, il brillait de larmes. « Charles, » murmura-t-il. Charles a menacé Nathalie. « Ce n'est pas tout, » continua Marion doucement. Elle lui tendit le journal de Nathalie. Voici son journal intime. Il détaille l'obsession malsaine de Charles, ses menaces, sa jalousie. Et nous avons aussi le témoignage de l'infirmière qui était présente ce jour-là à l'hôpital. L'infirmière. Victor semblait perdu dans un tourbillon d'émotions. « Marie Fargeot ?» confirma Marion. « C'est elle qui m'a sauvée. Quand Charles a payé le médecin-chef pour déclarer ma mort, elle m'a prise et m'a déposée à l'orphelinat pour me protéger. » Victor fixait Marion intensément, comme s'il cherchait dans chacun de ses traits une confirmation de ses paroles. Soudain, il tendit une main tremblante vers son visage, effleurant sa joue avec une tendresse incrédule. « Tes yeux, » murmura-t-il, « j'aurais dû voir, les mêmes que les miens, et ton sourire, celui de Nathalie. » Des coups violents retentirent à la porte. « Victor » la voix de Charles. Tendu et autoritaire, « Ouvre cette porte. Il y a un problème de sécurité dans l'hôpital. » Pierre et Sophia échangèrent un regard alarmé. « Je savais qu'il y avait quelque chose de familier chez toi. » Continua Victor, ignorant les coups à la porte, entièrement absorbé par la révélation. « Cette façon de pencher la tête quand tu réfléchis. Exactement comme ta mère. » Les coups redoublèrent d'intensité. « Victor, ouvre immédiatement. » Victor serra la main de Marion. « Ma fille, » murmura-t-il, testant ses mots comme s'il n'osait y croire. « Ma petite Emma, vivante. » Des larmes coulèrent maintenant librement sur les joues de Marion. « Oui, père. » Ce simple mot sembla déclencher quelque chose en Victor. Il se redressa dans son lit, une énergie nouvelle irradiant de lui malgré sa faiblesse physique. « Sophia, Pierre, écartez-vous de la porte, » ordonna-t-il d'une voix ferme. Puis, plus fort, « Entre, Charles, je t'entends. » Pierre déverrouilla la porte à contre-cœur. S'écartant stratégiquement pour pouvoir intervenir, Charles Girard fit irruption dans la chambre, le visage congestionné par la colère. 2 hommes à l'allure de garde du corps se tenaient derrière lui. Charles se figea en voyant le tableau devant lui, Victor tenant la main de Marion, le médaillon et le journal posés sur le lit. « Victor !» dit-il en forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Qu'est-ce que c'est que cette comédie ? Cette fille t'empoisonne l'esprit avec des mensonges. » « Tu m'as empoisonné bien plus littéralement, n'est-ce pas, Charles ?» répondit calmement Victor, une colère froide dans sa voix. Charles blêmit légèrement avant de se reprendre. « De quoi parles-tu ? Les médecins ont dit que c'était une intoxication alimentaire. »« De l'arsenic, Charles. Dans mes médicaments contre la migraine, ceux que tu insistais tant pour me donner toi-même. » Charles balaya l'accusation d'un geste agacé. « Absurde. Tu délires à cause de ta maladie. Cette serveuse t'a rempli la tête d'histoires fantastiques. » Victor leva la lettre. Des histoires écrites par Nathalie elle-même. Elle savait, Charles. Elle savait que tu la menaçais. Elle fuyait vers Lyon ce jour-là. Pas pour me quitter comme tu me l'as fait croire pendant 20 ans, mais pour échapper à tes obsessions malades. Le visage de Charles se durcit, devenant un masque froid. Nathalie exagérait toujours. Je l'aimais, c'est vrai. Elle aurait dû être à moi. Nous étions faits l'un pour l'autre avant que tu ne l'enlèves. Tu l'as tuée, accusa directement Victor, sa voix tremblant de rage contenue. Tu as causé cet accident ? Charles eut un rire sans joie. Prouve-le. 20 ans après, qui te croira ? L'infirmière qui a sauvé Emma te croit, intervint Sophia, et son témoignage écrit est déjà entre les mains de la police. Emma est morte, hurla Charles,
perdant soudain son sang-froid. « Non, Charles, » répondit doucement Marion en avançant d'un pas. « Je suis bien vivante. » Un silence glacial tomba sur la pièce. Charles la dévisageait, son regard passant d'elle à Victor, notant les similitudes évidentes maintenant qu'elles étaient repointées, les mêmes yeux, la même ligne de mâchoire, les mêmes expressions. « Impossible, » murmura-t-il. Mais l'incertitude transparaissait dans sa voix. « Le test ADN le confirmera, » dit calmement Victor. « Mais je n'en ai pas besoin. Je sais que c'est ma fille. Je l'ai sentie dès le premier jour où elle est entrée dans ma maison. » Charles recula d'un pas, puis se ressaisit. « Très bien. Imaginons que cette imposture soit vraie. Cela ne change rien. Il n'y a aucune preuve concrète contre moi. Nathalie est morte dans un accident. Le rapport de police est clair. Et les enregistrements ?» demanda Victor. « Quels enregistrements ?» La voix de Charles trahissait une nervosité soudaine. « Ceux que Nathalie a laissés dans le coffre de la banque », expliqua Victor en montrant la lettre. « Code, notre premier anniversaire, 18 juin. Sophia a déjà récupéré la cassette ce matin. » Le visage de Charles perdit toute couleur. « Tu mens. Tu l'as menacée, Charles, et elle a tout enregistré. Ta voix, tes menaces. Si tu n'es pas à moi, tu ne seras à personne. Tu te souviens ?» Charles lança un regard vers ses hommes de main, comme évaluant ses options. Pierre, anticipant sa réaction, sortit discrètement son arme. « C'est fini, Charles, » déclara calmement Sophia. « La police est déjà en route. Tout est fini. » Pendant un instant qui sembla s'étirer indéfiniment, Charles resta immobile, le visage figé dans un masque de rage impuissante. Puis, dans un mouvement désespéré, il se jeta vers Victor, les mains tendues comme pour l'étrangler. Pierre réagit instantanément, plaquant Charles au sol avant qu'il n'atteigne le lit. Une brève lutte s'ensuivit, au cours de laquelle les hommes de main de Charles choisirent sagement de ne pas intervenir. 20 ans, hurlait Charles pendant que Pierre le maîtrisait. 20 ans à te soutenir, à construire cet empire avec toi. Elle ne te méritait pas, cette petite ingrate qui te trompait dans mon dos. Victor se leva péniblement de son lit, s'appuyant sur Marion. Il s'approcha de Charles, le dominant de toute sa hauteur. « Ma femme ne m'a jamais trompé, » dit-il d'une voix tremblante de colère. « C'était ton mensonge, comme tant d'autres. Tu m'as volé 20 ans avec ma fille, Charles. 20 ans que je ne pourrai jamais rattraper. » Des sirènes retentirent à l'extérieur de l'hôpital. Quelques instants plus tard, 2 policiers en uniforme entrèrent dans la chambre, suivis par Madame Moreau. « Cet homme, » déclara Victor en désignant Charles, « a assassiné ma femme il y a 20 ans, tenté de tuer ma fille et m'a empoisonné ces dernières semaines. Nous avons toutes les preuves nécessaires. » Tandis que les policiers menottaient Charles et l'emmenaient, suivi de ses hommes de main, un silence ému s'installa dans la chambre. Victor se tourna vers Marion, la contemplant comme le plus précieux des trésors. « Emma », murmura-t-il, « ma fille. » Marion, Emma, se jeta dans ses bras, laissant enfin libre cours à ses larmes. 20 ans de vide, de questions, d'appartenances manquantes se comblèrent dans cette étreinte. « Père », souffla-t-elle contre son épaule. Sophia et Madame Moreau observèrent la scène, les yeux brillants d'émotion. Pierre se tenait en retrait, respectueux de ce moment sacré de retrouvailles. La vérité avait enfin éclaté, balayant 2 décennies de mensonges. Le chemin vers la guérison serait long, mais cette nuit, dans cette chambre d'hôpital, une famille brisée commençait à se reconstruire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Charles Girard, pour Marion, ou plutôt Emma. Comme elle commençait doucement à s'habituer à être appelée, ces jours avaient été un tourbillon d'émotions et de changements. Victor avait rapidement récupéré une fois l'empoisonnement à l'arsenic traité correctement. La presse s'était emparée de l'affaire, transformant l'histoire des retrouvailles entre Victor Lemaître et sa fille perdue en sensation médiatique. Des journalistes campaient devant les grilles de la propriété, espérant obtenir la moindre photo, la plus petite déclaration. « C'est insupportable », soupira Emma en refermant les rideaux du grand salon. « Ne se lasseront-ils jamais ?» Victor, qui contemplait un ancien album photo, leva les yeux avec un sourire indulgent. La fille perdue d'un des hommes les plus riches de France qui réapparaît après 20 ans et démasque un meurtrier, tu ne peux pas leur en vouloir de trouver l'histoire captivante. Emma s'assit près de lui, observant les photos jaunies. Nathalie enceinte, radieuse, Victor tenant un minuscule bébé emmailloté. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « J'ai l'impression de découvrir une vie qui aurait dû être la mienne. »
Victor posa une main sur la sienne. Elle l'est désormais. Le test ADN avait confirmé ce que leur cœur savait déjà. Emma était bien la fille biologique de Victor et Nathalie Lemaître. Les démarches juridiques pour rétablir sa véritable identité étaient en cours, bien que complexes. Emma Lemaître devait légalement ressusciter, tandis que Marion Dubois disparaîtrait progressivement des registres. Sophia entra dans le salon, un dossier à la main. Les avocats ont terminé la préparation pour la gala. Le gala, Emma sentit son estomac se nouer en y pensant. Dans 3 jours, la famille Lemaître organiserait une soirée de charité qui servirait également d'introduction officielle d'Emma dans la haute société parisienne. Une célébration des retrouvailles, mais aussi une occasion de présenter l'héritière de l'Empire Lemaître au monde entier. « Je ne suis pas sûre d'être prête », admit Emma. « Tous ces gens qui me scruteront, attendant que je fasse un faux pas. Tu seras parfaite », assura Sophia en s'asseyant face à elle. « Et nous serons tous à tes côtés. » Un silence confortable s'installa, brisé seulement par le bruissement des pages de l'album que tournait Victor. Emma réalisait à quel point elle s'était rapidement attachée à cette tante qu'elle venait de découvrir. Sophia, sous ses dehors parfois austères, s'était révélée être un pilier de force et d'affection. Pierre Moreau, qui avait pris en charge la sécurité renforcée de la famille, passa la tête par la porte. « Excusez-moi de vous déranger. Je viens d'avoir des nouvelles de la prison. » Les 3 Lemaître se tournèrent vers lui, soudain tendus. « Charles demande à vous voir, monsieur Lemaître. Il dit avoir des informations cruciales à partager. » Victor se raidit. Quel genre d'informations? Il refuse de le préciser. Il dit que c'est à propos de l'accident, des détails que lui seul connaît. Emma frissonna. Depuis son arrestation, Charles n'avait cessé de clamer qu'il n'était pas le seul impliqué dans cette histoire. Une tactique désespérée pour négocier, selon les enquêteurs. C'est probablement un piège, intervint Sophia. Il cherche à semer la confusion avant le procès. Ou bien il espère une négociation, ajouta Pierre. Une peine réduite contre des aveux complets. Victor referma lentement l'album photo. Je n'irai pas le voir. Quoi qu'il ait à dire, il peut le dire aux enquêteurs. Emma observa son père. Notant la douleur qui traversait son regard à la mention de son ancien ami, 20 ans de confiance trahie, de manipulation, comment pourrait-il jamais se remettre d'une telle blessure? La sécurité pour le gala est en place, reprit Pierre, changeant délibérément de sujet. J'ai doublé le personnel et installé des caméras supplémentaires. Est-ce vraiment nécessaire? Demanda Emma. Charles est en prison. Pierre et Victor échangèrent un regard. Charles a des alliés, expliqua doucement Victor. Des gens puissants qui pourraient vouloir nous nuire, avant que le procès ne révèle certaines de leurs implications. Emma fronça les sourcils. À quelles implications? Un silence embarrassé suivit sa question. C'était Sophia qui finit par répondre. Charles a utilisé son influence et sa position dans l'entreprise pour faciliter certaines transactions, douteuses, des arrangements qui ont profité à plusieurs personnalités influentes, qui pourraient être compromises si Charles décidait de parler pour obtenir une réduction de peine, compléta Pierre. Emma se leva, soudain anxieuse. Alors nous sommes toujours en danger. Pas exactement, tempéra Victor. Disons que la prudence reste de mise. Quelque chose dans leur regard éveilla les soupçons d'Emma. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose que vous ne me dites pas? Victor soupira profondément. Charles a un frère, Philippe Girard. Il est actuellement ambassadeur en Espagne. Et nous avons des raisons de croire qu'il pourrait avoir été complice dans certaines activités de Charles. Emma les regarda tour à tour stupéfaite. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Nous voulions t'épargner davantage d'inquiétude, expliqua Sophia. Tu as traversé suffisamment d'épreuves. Je ne suis plus une enfant qu'il faut protéger, répliqua Emma avec une pointe d'irritation. J'ai le droit de savoir ce qui menace ma famille, notre famille. Victor hocha lentement la tête. Ah, tu as raison, pardonne-nous. Pierre s'avança. Nous avons un plan, une stratégie pour le gala. Emma le regarda, intriguée. Quel genre de stratégie? Un piège, répondit simplement Victor. Nous savons que Philippe Girard sera présent au gala. C'est trop tentant pour lui. L'occasion parfaite pour évaluer la situation. Voir quelles preuves nous détenons contre son frère et potentiellement contre lui. Vous voulez l'utiliser pour obtenir des informations. Mieux que ça, intervint Pierre. Nous voulons le pousser à révéler ses propres implications. J'ai travaillé avec les autorités. Des agents seront présents incognito parmi les invités.
Emma assimila lentement ces informations. Et quel est mon rôle dans tout ça? Victor et Sophia échangèrent un regard hésitant. Vous voulez m'utiliser comme appât? Comprit soudain Emma. Pas exactement, protesta Victor. Mais ta présence, tes interactions avec lui pourraient... Le déstabiliser? Compléta Sophia. Tu ressembles tellement à ta mère, Emma, et Philippe était presque aussi obsédé par Nathalie que Charles. Emma se leva, parcourant la pièce nerveusement. Vous me demandez de jouer un rôle face à l'homme qui a potentiellement aidé à tuer ma mère. Uniquement si tu t'en sens capable, assura Victor. Nous ne t'imposerions jamais cela. Emma s'arrêta devant la fenêtre, observant le jardin baigné de soleil automnal. Ces dernières semaines avaient en été un tourbillon d'émotions. Retrouver son père, découvrir sa véritable identité, comprendre le complot qui avait détruit sa famille. Mais une part d'elle-même restait Marion Dubois, la jeune femme déterminée qui s'était battue toute sa vie. Je le ferai, décida-t-elle finalement en se retournant. Mais j'ai besoin de connaître tous les détails. Pas de secret, pas de demi-vérité. Victor acquiesça solennellement. Bien sûr. Pierre déploya alors les plans de la propriété sur la table basse. Voici comment nous allons procéder. Le soir du gala arriva plus vite qu'Emma ne l'aurait souhaité. Debout dans sa chambre, l'ancienne chambre d'enfant redécorée pour elle. Elle observait son reflet dans le miroir en pied. La robe de soirée bleu nuit mettait en valeur ses yeux gris-vert, la couleur emblématique des Lemaître. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, quelques mèches encadrant délicatement son visage. Sophia entra, après avoir doucement frappé. « Tu es magnifique », dit-elle simplement, exactement comme Nathalie lors de son premier gala. Emma toucha nerveusement le médaillon à son cou, celui-là même que sa mère portait le jour de l'accident. « J'ai l'impression d'être une imposture. Tu es à ta place, Emma, plus que tu ne le crois. » Sophia s'approcha, ajustant une mèche de cheveux. « Tu te souviens du plan ?» Emma hocha la tête. « Philippe arrivera vers 22h. Père me présentera officiellement à la société à 23h. Entre les deux, je dois me débrouiller pour avoir une conversation privée avec Philippe dans la bibliothèque, où tout est enregistré. » « Parfait. » Sophia hésita avant d'ajouter. « Tu n'es pas obligée de faire ça. »« Si, je le suis, pour ma mère, pour ses 20 années volées. » Emma se redressa, une détermination nouvelle brillant dans son regard. « Je suis prête. » En descendant le grand escalier, Emma sentit tous les regards se tourner vers elle. Un murmure parcourut l'assemblée déjà nombreuse. Victor, élégant dans son smoking, s'avança pour l'accueillir, prenant sa main avec une fierté évidente. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il, « permettez-moi de vous présenter ma fille, Emma Lemaître. » Le temps semblait suspendu alors qu'elle souriait à l'assemblée. Quelque part dans cette foule se trouvait Philippe Girard, frère du meurtrier de sa mère, peut-être complice. Et ce soir, Emma était déterminée à découvrir la vérité, toute la vérité, quoi qu'il en coûte. La soirée battait son plein dans la demeure des Lemaître, sous les lustres en cristal. L'élite parisienne évoluait en un ballet élégant de tenues de soirée et de conversations feutrées. Emma, désormais officiellement présentée comme l'héritière retrouvée, naviguait parmi les invités avec une grâce qui surprenait même Sophia. « On dirait que tu as fait ça toute ta vie », murmura sa tante en passant près d'elle avec une coupe de champagne. Emma sourit légèrement. Des années à servir ce même monde m'ont appris à l'observer. La seule différence, c'est le côté du plateau où je me trouve. Son regard balayait constamment la salle, à la recherche de Philippe Girard. Pierre lui avait montré plusieurs photographies. Un homme élégant de 58 ans, aux cheveux poivre et sel et au regard froid, version plus raffinée et contenue de son frère Charles. À 22h précises, il fit son entrée. Emma le repéra immédiatement. Il se déplaçait avec l'aisance d'un diplomate habitué aux mondanités, serrant des mains, distribuant des sourires calculés. Contrairement à Charles, Philippe avait toujours cultivé une image d'homme respectable. Intellectuel, presque austère. « Le voilà », chuchota Pierre, qui surveillait discrètement la salle. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» Emma hocha imperceptiblement la tête. « Absolument. » Elle observa Philippe approcher Victor, échangeant une poignée de main et quelques mots qui semblaient sincèrement compatissants. Le parfait hypocrite, songea Emma, capable d'exprimer des condoléances à l'homme dont son frère avait détruit la vie. Suivant le plan établi, Emma attendit que Philippe se retrouve seul près du buffet pour s'approcher de lui, un verre de champagne à la main. « Monsieur l'ambassadeur », dit-elle avec un sourire étudié, «
Je suis ravie que vous ayez pu venir ce soir. » Philippe Girard se retourna, et pendant une fraction de seconde, Emma vit son visage se figer. Ce n'était pas elle qu'il voyait, mais le fantôme de Nathalie Lemaître. « Mademoiselle Lemaître, » répondit-il en se ressaisissant rapidement. « Le plaisir est partagé. Votre histoire est remarquable. N'est-ce pas? Presque un conte de fées moderne. » Elle inclina légèrement la tête. Bien que certains aspects soient nés plus proches du thriller que du conte, une lueur d'inquiétude traversa le regard de Philippe. « La situation de mon frère est regrettable. Je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour la douleur qu'il a causée à votre famille. C'est très aimable à vous. » Emma fit tourner son champagne dans son verre. « J'ai cru comprendre que vous étiez proche de mon père et de ma mère. À l'époque. » Philippe acquiesça sobrement. « Nous étions tous très liés. Oui, la mort de votre mère a été un choc terrible pour nous tous. J'aimerais tellement en savoir plus sur elle, » dit Emma avec une vulnérabilité calculée. « Peut-être pourriez-vous me parler d'elle, en privé. Cette foule est un peu oppressante pour aborder des sujets aussi personnels. » Philippe hésita imperceptiblement, puis sourit. « Ce serait un honneur. La bibliothèque est tranquille, » suggéra Emma. « Nous pourrions y discuter quelques minutes. » Elle le guida à travers les salons jusqu'à la bibliothèque où chaque mot serait enregistré. La pièce, éclairée par des lampes tamisées, offrait une atmosphère intime et feutrée. « Du cognac ?» proposa Emma en se dirigeant vers un cabinet en bois précieux. « Volontiers. » Elle servit 2 verres et lui en tendit un, notant combien ses mains à lui restaient parfaitement stables, un homme habitué à maîtriser ses émotions. « Alors, » commença Philippe en s'asseyant dans un fauteuil en cuir. « Que voulez-vous savoir sur votre mère ?» Emma s'installa face à lui. « Tout. Comment était-elle vraiment ? Père l'a décrit comme exceptionnelle, mais son amour teinte forcément ses souvenirs. Nathalie était lumineuse, » admit Philippe avec une expression presque douloureuse. « Intelligente. Spirituelle, d'une beauté qui ne se limitait pas à l'apparence. Elle illuminait chaque pièce où elle entrait. » Il prit une gorgée de cognac. « Mon frère n'était pas le seul à l'admirer. Vous savez ? Vous aussi ?» demanda doucement Emma. Philippe la regarda longuement avant de répondre. « Qui ne l'aurait pas admirée ? Mais contrairement à Charles, j'ai toujours su respecter ses choix. Son choix d'épouser mon père, » précisa Emma. « Un choix que Charles n'a jamais accepté. Charles a toujours eu du mal avec le rejet, » concéda Philippe. « Une faille de caractère qui s'est transformée en quelque chose de plus sombre avec le temps. » Emma fixa intensément le médaillon à son cou, attirant délibérément le regard de Philippe dessus. « Ma mère portait ce médaillon le jour de l'accident. Étrange qu'il ait disparu de la scène pour réapparaître avec moi à l'orphelinat, n'est-ce pas ?» Le diplomate ne s'y pas. Les circonstances entourant cet accident ont toujours été confuses. Pas si confuses maintenant que nous connaissons la vérité, répliqua Emma, abandonnant progressivement sa façade cordiale. Charles a orchestré cet accident. Il a voulu tuer ma mère parce qu'il ne pouvait pas la voir. Philippe soupira profondément. Les actes de mon frère sont impardonnables. Donc ce qui m'intrigue, continua Emma en se penchant légèrement, c'est comment une infirmière a pu me faire disparaître de l'hôpital sans que personne ne pose de questions. Comment un médecin-chef a pu être si facilement corrompu. Comment tout ce plan a pu fonctionner si parfaitement. Elle vit une goutte de sueur perler sur la tempe de Philippe. Que suggérez-vous exactement, mademoiselle Lemaître ? Que Charles n'était pas seul. Emma plongea son regard dans le sien. Il avait un complice. Quelqu'un avec des connexions diplomatiques, peut-être. Quelqu'un capable d'étouffer une enquête, de faciliter des versements discrets. Philippe reposa son verre. Toute prétention de cordialité désormais évaporée. Vous jouez à un jeu dangereux. Je ne joue pas, monsieur Girard. Je cherche justice. Pour ma mère. Pour les 20 années qu'on m'a volées. Le diplomate se leva lentement. Je comprends votre douleur. Mais vos accusations sont graves et infondées. Emma sortit de sa pochette un petit enregistreur. Pas si infondé que ça. Charles a parlé, monsieur Girard, en échange d'une peine réduite. Il a tout révélé sur votre implication. C'était un bluff, mais l'effet fut immédiat. Le visage de Philippe se décomposa. « Ce salaud », murmura-t-il. « Je lui avais dit de ne jamais. » Il s'interrompit brusquement, réalisant son erreur. Un silence lourd s'installa dans la bibliothèque. « Il n'a rien dit, n'est-ce pas ?» comprit-il finalement. C'était un piège. Emma sourit froidement. « Et vous venez de vous y jeter la tête la première. » La porte de la bibliothèque s'ouvrit, révélant Victor, Sophia,
Pierre et 2 hommes en costume sombre, les agents infiltrés, Philippe Girard, annonça l'un d'eux en s'avançant. Nous avons quelques questions à vous poser concernant votre implication dans l'accident de Nathalie Lemaître et la falsification de documents relatifs au décès d'Emma Lemaître. Le visage de Philippe se vida de toutes couleurs. Pendant un instant, il sembla envisager de nier, puis ses épaules s'affaissèrent en signe de défaite. Il n'était pas censé la tuer, murmura-t-il. Juste lui faire peur, la convaincre de quitter Victor. Et l'enfant ? Demanda Victor, la voix tremblante de rage contenue. Ma fille, Philippe détourna le regard. Une opportunité imprévue. Si l'héritière disparaissait, la succession de l'Empire Lemaître passerait à toi seul, sans partage. Charles pensait, nous pensions que cela te fragiliserait, te rendrait plus dépendant de nos conseils. Les agents s'avancèrent pour l'escorter dehors discrètement. Évitant le scandale public pendant le gala, resté seul dans la bibliothèque, Victor s'approcha d'Emma et la serra dans ses bras. « Tu as été remarquable. » Elle tremblait légèrement, l'adrénaline retombant. « C'est terminé maintenant. »« Oui, » confirma Sophia en les rejoignant. « Justice sera rendue. Pour Nathalie, pour vous deux. » 3 mois plus tard, la maison Lemaître avait retrouvé une vie qu'elle n'avait pas connue depuis 2 décennies. Le procès de Charles et Philippe Girard avait fait la une des journaux pendant des semaines, se concluant par de lourdes condamnations pour les 2 frères. Emma se tenait dans le jardin d'hiver, contemplant les premières fleurs du printemps. Victor la rejoignit, portant 2 tasses de thé. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À tout ce chemin parcouru » répondit-elle avec un sourire. « De l'orpheline sans passer à l'héritière Lemaître. Parfois, j'ai encore du mal à y croire. » Victor posa sa tasse. « J'ai une surprise pour toi. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, Emma découvrit les papiers officiels de la nouvelle fondation Nathalie Lemaître, dédiée à aider les orphelins à retrouver leur famille biologique. « C'est... parfait, » murmura-t-elle émue. « Tu en seras la présidente si tu le souhaites. » Emma acquiesça, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Pierre entra à ce moment dans la véranda, apportant un dossier, les derniers documents pour la fondation. Annonça-t-il en saluant Victor d'un signe de tête respectueux. Depuis les événements, Pierre était devenu un visiteur régulier de la maison Lemaître, et Emma ne pouvait ignorer la façon dont son cœur s'accélérait en sa présence. « J'ai aussi trouvé ceci dans les archives », ajouta-t-il en tendant une boîte à Emma. Elle l'ouvrit délicatement, découvrant un album photo qu'elle n'avait jamais vu. Les premiers mois de sa vie. Soigneusement documenté par Nathalie. « Comment ? Isabelle l'avait caché après l'accident, » expliqua Pierre. Elle attendait le bon moment. Emma feuilleta les pages avec révérence, découvrant ces moments précieux qu'elle croyait à jamais perdus. Une photo en particulier attira son attention. Nathalie, radieuse, tenant bébé Emma dans le jardin d'hiver, exactement là où il se trouvait en ce moment. « La vie a une façon étrange de boucler la boucle », murmura Victor en regardant par-dessus son épaule. Emma hocha la tête, sentant une chaleur réconfortante l'envahir. Les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles s'estompaient peu à peu, remplacées par la promesse d'un nouvel avenir. Un avenir où Emma Lemaître, autrefois Marion Dubois, pourrait enfin écrire sa propre histoire, non plus comme une orpheline sans racines, mais comme une femme ancrée dans un héritage retrouvé, forte d'un amour familial longtemps perdu mais jamais vraiment oublié,